Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on s'attarde sur un terme que l'on emploie beaucoup, mais qu'il est peut-être intéressant de redéfinir. C'est le terme de flexibilité. Pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire les 3 décennies d'après-guerre, la croissance de la demande économique était forte et la main-d'œuvre en relative pénurie. À ce moment-là, le souci des entreprises, c'était donc de fidéliser leurs travailleurs. Pour ça, elles avaient tendance à créer des rigidités en multipliant les incitations à la stabilité, comme par exemple l'avancement à l'ancienneté. Pourtant, dès la deuxième moitié des années 70, les aléas de la demande et les nouveaux équipements exigent une certaine flexibilité, flexibilité quantitative ou flexibilité fonctionnelle. On va revenir sur ces deux termes. L'objectif de la flexibilité quantitative, c'est d'ajuster la quantité de travail aux besoins de la production. Cette flexibilité est mise en œuvre de 3 façons. Le premier type de flexibilité quantitative concerne la possibilité d'embaucher et de licencier librement. Il s'agit de faciliter les procédures de licenciement. C'est dans ce cadre que l'autorisation administrative préalable de licenciement a été supprimée en France en 1986. Le deuxième type de flexibilité quantitative concerne la possibilité d'avoir recours à d'autres entreprises, soit pour sous-traiter une partie de la production, soit pour faire appel au travail intérimaire. Le troisième type de flexibilité quantitative concerne les horaires de travail. Il s'agit de pouvoir les faire varier le plus librement possible en ayant recours au temps partiel, au travail saisonnier, aux heures supplémentaires, etc., en fonction des besoins des entreprises. La flexibilité quantitative est souvent considérée par les entreprises comme nécessaire pour faire face aux variations de la demande, mais elle provoque inévitablement une précarisation du travail. En modulant les horaires de travail, en développant l'emploi intérimaire et temporaire, en augmentant les risques de licenciement, elle déstabilise l'emploi. Elle conduit à la détérioration des conditions sociales et à une remise en cause des modèles d'emploi et de carrière qui s'étaient développés durant les 30 Glorieuses. La flexibilité fonctionnelle permet d'ajuster le contenu du travail aux besoins de la production. Dans ce cas, il s'agit d'employer les salariés à des fonctions qui peuvent varier selon les besoins du moment. Ce type de flexibilité nécessite une certaine polyvalence de la part des salariés et donc l'élargissement et l'actualisation permanente de leurs compétences. L'avantage de cette flexibilité, c'est qu'elle ne précarise pas l'emploi, puisque c'est le contenu et non la qualité du travail qui s'adapte à la production. Mais attention, elle exige un consensus minimum à l'intérieur de l'entreprise, parce que pour être efficace, elle doit être acceptée par tous. Les pays dans lesquels la flexibilité fonctionnelle est forte et la flexibilité quantitative faible sont en général ceux dans lesquels il existe une certaine coopération entre les syndicats et les directions d'entreprise. Il s'agit de mettre en place des accords de réciprocité et de négocier la sécurité de l'emploi contre une certaine flexibilité fonctionnelle. La flexibilité fonctionnelle est d'autant mieux acceptée par les salariés que ceux-ci bénéficient d'une sécurité de l'emploi et de possibilités de promotion. Le modèle scandinave est le modèle type d'une forte flexibilité fonctionnelle et d'une faible flexibilité quantitative. Les salariés sont très polyvalents et ils bénéficient d'une relative sécurité de l'emploi. Très rapidement, le syndicalisme suédois a réussi à accompagner les mutations du marché du travail et est parvenu à négocier la flexibilité, acceptant la flexibilité qualitative mais refusant que l'effectif de l'entreprise soit une variable d'ajustement. L'Allemagne présente une version atténuée du modèle suédois. Même si elle augmente, la flexibilité quantitative y est faible, mais la stratégie de compromis du syndicalisme allemand a rendu possible une flexibilité fonctionnelle assez forte.
La flexibilité fonctionnelle a parfois été introduite dans les entreprises sans passer par l'intermédiation des syndicats. De nombreuses entreprises tentent d'instaurer une communication directe et ont créé par exemple des cercles de qualité ou des groupes d'expression dans lesquels les salariés font des propositions et sont amenés à accepter, ou pas, des modifications dans l'organisation de leur travail. Le but, c'est là aussi de rechercher un certain consensus à l'intérieur de l'entreprise. La flexibilité quantitative est mise en place lorsque les syndicats sont trop faibles ou insuffisamment audibles pour la refuser ou quand ils ont d'autres objectifs. C'est en Grande-Bretagne et aux États-Unis que la flexibilité quantitative est la plus développée. Les licenciements et les contrats à durée déterminée n'ont pratiquement aucune limitation. En Grande-Bretagne, la flexibilité fonctionnelle est très faible parce que plutôt que de former un salarié, il suffit souvent de le licencier et d'en embaucher un autre ayant la qualification recherchée. Il faut dire que les syndicats britanniques sont traditionnellement corporatistes. Ils sont souvent plus attachés à la défense du métier qu'à celle des individus qui l'exercent. En France, la plupart des grandes centrales syndicales recherchent à s'opposer à la flexibilisation du marché du travail. Pendant longtemps, ils ont refusé à la fois la flexibilité quantitative et la flexibilité fonctionnelle. La tendance actuelle est plutôt à une réflexion de leur part sur la flexibilité fonctionnelle et, par voie de conséquence, à une réflexion sur la formation tout au long de la vie. La flexibilité s'est largement invitée dans le débat et dans les pratiques économiques ces dernières années. Alors certes, on ne peut que constater que les pays développés qui n'ont pas flexibilisé leur marché du travail sont ceux qui connaissent les plus forts taux de chômage. Mais on constate aussi que les effets sociaux sont largement dépendants de la forme qu'elle peut prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!